comment faire un film sans traiter aucun sujet abordé, esquissé dans le film. Voilà, c'est ça le pitch, en fait. On dirait que c'est un film qui a été écrit par une IA, qui a recyclé les grandes scènes qui ont eu des pics émotionnels dans toute l'histoire du cinéma. Tiens, le baiser, puis on meurt, boum. Tiens, la blague, je tombe dans les poubelles, boum. C'est un film très conservateur. L'amour n'existe pas, la désobéissance n'existe pas, il faut juste suivre son petit chemin, puis essayer de se passer des coups de main dans la vie. Donc on est au degré zéro de l'engagement, de la militance. En fait, c'est pas Adieu les cons, c'est Bonjour les cons, ce film. J'ai le droit d'être un con et d'être ému par des émotions de base, sans aucune profondeur et aucune complexité. Voilà, je suis comme un con. Bonjour les amis, j'ai vu Adieu les cons d'Albert Dupontel au cinéma. J'ai envie de consacrer ce fil au zoom sur ce film et à la fin de cette vidéo, je vous dirai quel est le philosophe qui pourrait résonner avec ce film. C'est un film avec du beau monde à l'affiche, des comédiens vivifiants, drôles, très sympathiques. Virginie Efira, Albert Dupontel bien sûr, qui joue d'ailleurs un rôle assez effacé finalement. Nicolas Marié, excellentissime, un autre excellentissime, Bastien Huguetto, qui joue le rôle d'Adrien, et Marie-Lou Ossillou, qui apparaît très peu mais qui crève l'écran. La note sur 5, c'est 2.25 avec un système de notation que je vous affiche là. Alors, de quoi ça parle ce film? C'est un film, d'abord c'est un film burlesque, cocasse, un conte. Il y a beaucoup de l'humour des inconnus, une sorte de tendresse qui est un peu l'humour de Chaplin d'ailleurs aussi, une sorte de tendresse et puis un côté râleur contre les policiers, contre la répression, contre l'autorité. On sent qu'il y a eu les vagues gilets jaunes qui ont bercé l'écriture de ce film, et c'est plutôt bien vu, mais ne vous attendez pas à une analyse politique. Il y a une dimension de critique sociale, mais il n'y a pas les instruments de la critique. Il n'y a pas tellement de problématiques de classe sociale. Je sens pas ça fort dans le film, ça structure pas le film. C'est un film qui rouspète. Ouais, c'est un film qui rouspète contre les policiers, contre l'administratif, contre la bureaucratie. Albert Dupontel dit s'inspirer de son ami Terry Gilliam, notamment son film de 1985, Brasil, coécrit avec Charles McKeown et Tom Stoppard. Effectivement, il y a des références dans les noms des personnages, mais on est quand même très très loin de Brasil. Terry Gilliam d'ailleurs fait une apparition dans Adieu les cons, c'est assez marrant, en chasseur qui vend des carabines. Un seul thème abordé, enfin deux, le thème de la répression bête, idiote, avec des gendarmes, des policiers, des forces de l'ordre qui sont vraiment guignolesque. On est dans du guignol, c'est très bien, c'est très marrant, toujours marrant, hein, le policier de guignol, voilà. Mais il y a aussi cette critique de la bureaucratie, des institutions. Oui, le côté un peu Brasil, oui, quand je spoil, attention, bip bip, quand on a Monsieur Blin, l'aveugle, super Nicolas Marié d'ailleurs, dans ce rôle très drôle qui permet des gags à la fois chaplinesques, on se prend des portes, on tombe, voilà. Donc c'est des vrais gags physiques, on est proche du rire de Bergson, hein, cette mécanique plaquée sur du vivant. Mais il n'y a pas la fulgurance critique d'un Coluche par exemple. C'est-à-dire qui part d'une analyse systémique de la société. Voilà, c'est un film qui a renoncé à comprendre le bordel dans lequel on est. Par contre, il pointe de façon très amusante des éléments de ce bordel-là. Voilà, des éléments cocasses qui touchent toujours à l'absurde, un côté un peu kafkaïen mais burlesque. Voilà, ça c'est pour l'ambiance, un peu le climat. Vous connaissez ce trio des années 90, ce trio d'humoristes, hein, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Eh bien, dans Les Trois Frères, par exemple, le film de 95 des Inconnus, on a cet humour avec l'huissier qui se fait chicoter. Voilà, on a cet humour de resquilleur qui s'en sort. Bon, on a ce petit côté un peu pied nickelé, ce côté bienvenue chez les ch'tis. Ces bons sentiments de petites gens qui sont bons dans leur truc, mais qui sont un peu décalés de la vie, et puis qui vont se serrer les coudes. On a aussi un côté Bertrand Blier, je pense à Buffet froid, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où au hasard d'une déambulation nocturne, une équipe se soude, improbable.
dans l'esthétique, avec ces couleurs jaunes dorées, des réverbères ou des phares des années 70, avec beaucoup de contre-jour très sombres, on a du noir, on a du gris, on a du rouge, voilà, de pull rouge surtout, hein, habit rouge, et puis on a ce jaune, ce doré. Dans cette esthétique un peu urbaine, voilà, c'est très bien foutu. Il y a des effets qui se greffent parfaitement à ce côté un peu roman photo, roman graphique. Albert Dupontel se dit être inspiré par la BD. Et ben, ça se ressent dans les mouvements de caméra et c'est assez agréable. Bon, l'histoire, voilà, une femme a accouché sous X, elle a une maladie incurable et elle veut absolument voir son enfant, enfin l'enfant biologique qu'elle n'a pas élevé, mais voilà qu'elle a eu. Pourquoi, comment, on comprend pas pourquoi. Les personnages ne sont absolument pas fouillés et c'est pas tellement grave. Ce sont des pantins articulés dans une scène qui est un théâtre. Et ce qui compte, c'est les gags, la petite critique ralouillarde de l'époque. Voilà. Et puis il y a des gags hein, qui fonctionnent, ça rigole dans la salle. Moi, je sens fortement une influence de Jean-Pierre Jeunet là-dedans, hein. Que ce soit Délicatessen, son film de 91 avec Caro, ou que ce soit Amélie Poulain. Il y a quelque chose de très Amélie Poulain, le gnangnan même un peu voilà nostalgico, un monde passé. Il y a des passages très Amélie Poulain, très bien filmés d'ailleurs. On voit toute la ville défiler sur le pare-brise et qu'on est plongé. Voilà, cette scène est très belle. Elle dit pas grand-chose si ce n'est que Monsieur Blin, voilà, a un passé, que la vie s'est transformée. Bon, Adieu les cons, c'est une succession de grosses ficelles sentimentales qui ont fait leurs preuves, qui marchent. Il n'y a pas aucune trouvaille hein, dans les ficelles. C'est vraiment des grosses ficelles sentimentales. Exemple, je spoil, le personnage de Jackie Berroyer qui est atteint d'Alzheimer, qui est amnésique complet et qui va renouer avec sa femme. Bon, donc c'est les retrouvailles. On connaît rien de ce mec, on connaît rien de sa femme. C'est des personnages qu'on a à peine croisés et tout d'un coup il y a une scène de retrouvailles. Et donc on se retrouve avec cette émotion, l'émotion des retrouvailles, super bien jouée, hein, aucun problème, c'est bien joué, c'est bien filmé. Mais il y a tellement pas de vécu dans les personnages, il y a tellement pas de pourquoi du comment. Bah qu'on est ému mais à vide, ça va pas loin, ça nous bouleverse pas, ça nous chicote pas, ça nous émeut à vide. Et je crois que tout le film c'est ça. J'en sors à peine de ce film et je me dis que je vais absolument rien en retenir, même si c'est très charmant, c'est un bon moment qu'on passe, mais les personnages n'ont tellement aucune consistance. Il y a tellement une fuite de la construction des personnages. C'est presque pathologique, mais je le dis très sympathiquement. Encore une fois, on peut être que sympathique avec ce film. Il y a que de la bonne volonté dans ce film, donc il s'agit pas du tout de lui casser du sucre sur le dos à ce film, mais bon, il s'agit de l'analyser quand même. Il n'y a pas de substance, les personnages n'ont pas de substance, mais les scènes, c'est des scènes qu'on connaît. Vous connaissez peut-être le film Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, qui est sorti en 1988. À un moment dans ce film, tous les baisers qui ont été censurés, les baisers hollywoodiens qui ont été censurés, explosent en bouquet. C'est une séquence très émouvante. Hein. Et on ne sait pas d'où viennent ces baisers, mais on a plein de baisers. Ben, c'est exactement cette technique que je vais appeler la technique Cinema Paradiso, qui fait tout le film d'Adieu les cons. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui sont un peu cultes, toutes un peu iconiques. La scène de l'ascenseur, par exemple. Alors, faut que je vous en parle parce que les acteurs de la scène de l'ascenseur sont superbement forts, quoi, très très beaux. Bastien Huguetto et Marie-Lou Ossiyou. Bastien Huguetto, moi je le connais par ses courts-métrages. C'est un immense comédien. Voilà, il est super. Voilà. Rien que pour lui, il faut aller voir ce film. Et Marie-Lou Ossiyou, elle est comme Virginie Efira. C'est le même modèle de femme. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans Adieu les cons, on a le même modèle de femme. C'est des femmes, Virginie Efira, par exemple, qui ont la larme à fleur de peau. Je trouve que c'est facile. Alors c'est hyper émouvant, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Il y a une larme à fleur de peau. Alors comme elle va crever et qu'elle est émue parce qu'elle retrouve son gosse, oui, la larme à fleur d'œil. À fleur de peau, c'est pas génial. La larme à fleur d'œil, voilà. On peut l'appeler comme ça d'ailleurs. Hein, je vous le propose. Voilà, la larme à fleur d'œil, ça marche toujours. Hein.
quelque chose de, elle a deux doigts de pleurer tout le temps et elle sourit, voilà, ça marche. Mais c'est, comment dire, c'est pas riche en termes de comédie. Je veux dire, par rapport à, il y a quand même des pointures là de comédiens qui ont été pris. Jackie Berroyer, Laurent Stocker, enfin il y a quand même des comédiens vraiment costauds, enfin que je trouve moi en tout cas très costauds. Et ce que font les comédiennes, enfin les deux principales, Virginie Efira et Marie-Lou Ossihou, c'est cette émotion à fleur de peau. Pour moi, c'est du mannequinat, c'est de la télévision. C'est de la télévision, c'est les codes de la télévision, c'est les codes de la télé-réalité, c'est les codes de l'émotion facile qu'on donne aux spectateurs, c'est voilà, c'est Mimi Mati, c'est tout ça. Il y a un petit côté série télé dans leur façon de jouer, qui est agréable, mais qui n'a pas de profondeur. Et c'est ce qui est voulu. Je suis sûr Albert Dupontel a voulu appréhender ces personnages en disant il faut absolument qu'on sache rien d'eux, pas de passé, pas de backstory, pas de mobile profond, rien. Et d'autant plus les femmes, voilà. Ce qui est quand même un peu compliqué parce que au niveau scénaristique, tout le film repose sur la quête de Sustrapel, personnage incarné par Virginie Efira, qui cherche son enfant biologique. Bon, donc on est censé avoir des mobiles plus profonds qu'une maladie. Voilà, je vais crever. Voilà, là c'est sans profondeur. Du coup, on projette nous spectateurs tout ce qu'on veut. Hein, quelqu'un une femme qui a la larme à fleur d'œil, bah nous on peut projeter tout ce qu'on a vécu. Un mec qui est paumé, qui croit tellement à la bureaucratie, à l'organisation technocratique que quand ça bug, bah il dit non, c'est pas possible que ça bug. C'est assez amusant. C'est fou. On retrouve un peu la folie, mais alors folie très atténuée hein, dans ce film. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de mobile, voilà, ça flotte. La fin, c'est exactement le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Hein. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi ils vont se suicider les deux, voilà, parce que ça fait chier de remplir la paperasse, ça fait chier d'expliquer aux policiers les choses, à la justice. Il y en a marre, quoi. Se compliquer. Et puis parce que c'est une scène iconique, c'est une scène déjà vue, c'est encore ces scènes avides, cette émotion avide dont je vous parlais. Hein. Donc, bah voilà, ils s'embrassent parce qu'un baiser au cinéma, c'est déjà vu et ça doit marcher, alors qu'on n'a pas vraiment senti de désir entre eux à fond. Et on sent une humanité, on sent une solidarité, on sent pas un désir, voilà. Donc c'est un baiser morbide et funeste et voilà. Et puis on se fait tuer par les policiers en braquant sur eux un flingue. En entendant les hurlements des policiers, c'est très esthétisant, ça marche, hein, c'est beau, c'est beau, mais ça dit rien. Voilà. Et c'est tout le film. C'est un film qui ne dit rien à part rouspéter, mais bon, moi ça me suffit pas. La question philosophique, Albert Dupontel la mentionne très bien. Il l'a dit, hein, c'est presque un devoir de philo. Hein. Comment s'aimer dans un monde répressif et anxiogène. Bon, alors comment s'aimer. Bon. Avec ces phrases hyper connues, hein, dire je t'aime, c'est les mots les plus importants du monde. Enfin, on est dans Amélie Poulain, hein, faut pas se leurrer, c'est du Amélie Poulain tout craché. C'est gnangnan à souhait, mais comme l'ambiance n'est pas tellement gnangnan et qu'elle est un peu pieds nickelée, voilà, bah ça passe. Mais bon, comment s'aimer? Alors vraiment, l'amour n'est pas du tout traité. Hein. L'amour est traité comme les enfants perçoivent l'amour. C'est-à-dire, c'est marrant, il y a des gens qui s'attirent et puis ils sont timides. Et alors ils osent pas se dire je t'aime. Alors il faut quand même dans la vie, il faut oser se dire je t'aime parce que sinon on risque de passer à côté de la vie. Voilà, on est dans une réflexion. Alors c'est méchant pour les enfants ce que je dis parce que les enfants sont beaucoup plus poétiques que ce que l'on voit dans le film. Ce que l'on voit dans le film c'est neuneux, hein, c'est l'amour neuneux. Ou j'ose pas l'embrasser, bah c'est super bien joué. Alors voilà, c'est tout le problème. C'est super bien filmé, super bien joué, super chiadé. Ils ont vraiment bossé. Le monteur Christophe Pinel que j'ai rencontré d'ailleurs, il était assistant sur le Pacte des Loups, ou en tout cas monteur dans l'équipe de cette grosse production, le Pacte des Loups. Voilà, et j'ai suivi un peu son travail. Donc c'est excellent. Hein, il a même conseillé les musiques et tout. C'est excellent ce que fait Christophe Pinel. C'est excellent. Mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut aller voir ce film, parce que c'est du très bon travail. Là, on est encore une fois dans une analyse un peu profonde, mais on passe un bon moment. J'insiste parce que 2.25 sur 5, ça paraît méchant, mais ce n'est pas méchant, c'est juste. Et vous le verrez quand j'aurai fait l'analyse de plusieurs films, vous verrez comment les uns par rapport aux autres se répondent. L'amour dans Adieu les cons, bah
est inexistant en fait. Albert Dupontel entend par l'amour une sorte d'attirance complètement, voilà, comme on peut être fan d'une comédienne qu'on voit passer, d'un mannequin. Voilà, c'est l'amour d'un mannequin sur papier glacé. Oh, je spoil. Adrien, l'enfant de l'héroïne, Suze, bon, alors il a apparemment remué des montagnes pour être près de la fille qu'il aime, sans du tout la connaître. Enfin, il travaille avec elle, c'est une collègue de travail. Ok, voilà, mais elle est au courant de rien. C'est complètement bête en fait quand on réfléchit. Il y a rien, il y a rien. J'ai rien à vous dire philosophiquement sur l'amour en regardant ce film. Rien, rien. C'est même les enfants apportent plus de complexité dans leur regard sur l'amour. Hein. Donc c'est complètement voilà, l'amour c'est déclarer l'amour. L'amour c'est faire tout pour l'autre mais ne pas lui dire qu'on l'aime. Oser, il faut oser lui dire tout. Enfin c'est complètement. En fait c'est grave. C'est totalement pathologique comme vision de l'amour. Des adultes, non pas dans un film burlesque et une farce, mais des adultes qui dans la vie ont ce rapport à l'amour, ils sont névrosés au possible. Ils sont névrosés au possible. Mais c'est une névrose pas intéressante, c'est une névrose de vide, encore une fois. C'est pas une névrose complexe où on aime et on hait à la fois, où on sait pas trop comment se situer. Non, là, c'est complètement une névrose vide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une timidité qui empêche de dire je t'aime. Voilà. Okay. Et donc, tout le but, et le rôle de la mère, je spoil, le rôle de la mère, c'est sans se déclarer comme mère, ou en tout cas à mi-mot, donner la pichenette qui fait que son enfant biologique, vous voyez le truc, son enfant biologique va oser dire je t'aime à la fille qu'il aime sans la connaître, ça se trouve il l'aime pas. Pour vous dire à quel point c'est débile, parce que c'est vraiment débile ça. À un moment, si on bosse sur l'amour, enfin, je veux dire, le cinéma, c'est quand même un des grands thèmes du cinéma. Il y a la mort et la peur de mourir et le meurtre et tout ça, et l'amour. Hein, c'est les deux grands piliers du cinéma. Je suis pour qu'on essaie de les dépasser, mais en tout cas, c'est un pilier. Donc, il y a des films d'une profondeur absolue sur l'amour. Là, c'est l'amour. Vous savez, je pensais au roman de gare, quoi. J'ai oublié les noms de ceux qui vendent beaucoup de livres là et qui écrivent des livres débiles sur l'amour, que je feuillette et que je me marre à chaque fois, Musso et autres. Voilà, on est à ce niveau-là. On est dans du Guillaume Musso. On est dans du Guillaume Musso et encore, Guillaume Musso a des intrigues plus ficelées. Voilà, c'est stupide, mais ça marche. Encore une fois, ça marche parce que c'est bien filmé, bien joué. Il y a toujours la petite larme à fleur d'œil hein, des comédiennes qui savent pas finalement jouer, mais qui savent très bien poser pour une télévision. Hein, donc c'est des poseuses de télé, les comédiennes. Elles sont cool, elles sont voilà, elles ont la petite larme à fleur. Donc dire je t'aime avec la petite larme là qui frétille. Ah ben nous on y va parce qu'encore une fois nous spectateurs on projette. Alors on projette ce qu'on veut. Bon, bah, la philosophie de l'amour c'est le degré zéro. Voilà, il y a rien. Je peux rien vous dire, il y a rien. C'est un film totalement asexualisé, il y a aucun désir érotique, il y a rien. Voilà, c'est un néant. Mais c'est intéressant pour ça. Je pense que c'est intéressant pour ça. Comment faire un film sans traiter aucun sujet abordé, esquissé dans le film. Voilà, c'est ça le pitch en fait. Je vais rien traiter en termes d'émotion. Aucun sentiment n'aura des racines dans du vécu, ne va fleurir et s'épanouir. De l'art de non traiter la moindre émotion, tout en étant récréatif dans la façon d'embarquer le spectateur. C'est récréatif, hein, objectivement. Parlons un peu de l'actrice principale, Virginie Efira. Elle a un truc intéressant qui n'est pas exploité là, mais qui est quand même visible. C'est une femme profondément violente en elle. Virginie Efira, dans son jeu d'actrice, a une violence contenue permanente. Mais là, dans Adieu les cons, elle n'est pas du tout utilisée. C'est une gamine, c'est une ado, quoi. Hein. Elle boude, elle fait la gueule, on sait pas ce qu'elle veut, voilà. Elle fait n'importe quoi, elle regarde son enfant, elle dit « Oh, c'est beau, il a une maison, tout va bien pour lui. » Enfin, c'est d'une stupidité confondante. C'est dommage de rigoler au premier degré, alors qu'elle apporte un deuxième degré dans sa présence, dans sa géographie fervente, disait Eisenstein, sur un visage au cinéma. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que Paul Verhoeven va mieux l'utiliser dans Benedetta, un film que j'attends impatiemment pour 2021 avec un casting d'enfer. Benedetta Carlini, une religieuse mystique lesbienne du XVIIe siècle qui avait séduit toutes les nonnes autour d'elle et du coup qu'on a dû confiner parce que c'était une séductrice. C'est intéressant, j'ai vraiment hâte de savoir ce que Paul Verhoeven va faire
de ce mythe. Hein. Benedetta, c'est un vrai mythe, et surtout avec Virginie Efira qui va incarner Benedetta Carlini. C'est parce qu'il a perçu, Paul Verhoeven, cette violence absolue qu'elle a. Elle a une présence qui peut être un aiguillon qui traverse la vitre. Je pense que c'est ce qui a séduit Albert Dupontel en tant que réalisateur. Il a perçu ce regard possiblement violent et destructeur, que d'ailleurs Marie-Lou Ossiou peut avoir aussi. C'est vraiment le même type de femme. C'est un peu comme Luc Besson qui reprend toujours le même type de femme, enfant, violente, fragile à la fois. J'ai l'impression qu'Albert Dupontel, dans ce film, on a le même personnage il essaie de décrire le même type féminin, mais sauf que la violence, il y va pas. La violence possible de ces personnages. La scène de l'ascenseur, c'est très violent. Quelqu'un qui est timide, sa maman lui dit vas-y dis je t'aime, sa maman biologique qu'il a jamais connue, et du coup il dit mais non c'est faux, et la nana dit mais faut le dire, mais c'est vrai c'est toi, et elle va vers lui. Aller vers lui c'est un truc un peu fou, donc c'est une scène magique, pour moi c'est une des plus belles scènes du film, mais on n'en fait rien encore une fois, c'est une scène on n'en fait pas grand chose. Ça se veut un drame, mais comme on connaît rien des personnages, ça ne peut pas être un drame. Ça se veut dans l'humour constant, mais c'est un humour de situation toujours. C'est un humour de situation qui n'a même pas ce qu'avaient les Inconnus, c'est-à-dire une répétition qui fait que à force d'avoir des situations comiques, on commence à comprendre une lecture de la société. Là, on l'a pas. On l'a pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de Colin Serrault dans La Crise, par exemple, mais on n'est pas du tout avec la profondeur d'analyse de la société d'une Colin Serrault, qui, elle, creuse le personnage. Colin Serrault, quand elle prend un personnage, même si c'est du gag et que, voilà, on est dans des... Il y a quand même... elle donne des billes dans le scénario, dans l'écriture du scénario, pour qu'on accède au vécu réel du personnage. La Crise est vraiment, à mon avis, le modèle qu'avait en tête Albert Dupontel, sauf qu'on n'est pas du tout dans La Crise. On accède à aucune complexité émotionnelle. C'est de la compassion solidaire premier degré. Je ne sais pas si c'est inspiré de ce qui se passait avec le mouvement Gilets jaunes et des beaux articles de Florence Aubenas sur les ronds-points, sur la vie des ronds-points, mais tout ça n'existait que parce qu'il y avait un ras-le-bol politique, d'essence politique et une volonté de changer les choses. Politiquement, on l'a pas du tout dans le film. Et c'est un peu, je dirais, surcoté les prétentions philosophiques d'Albert Dupontel dans sa critique sociale que de dire que ce film a une dimension de critique sociale. Il n'y a rien de chez rien, de chez rien, de chez rien. Rien. Il y a juste une rouspétance. Aucun thème n'est traité. Il y a par exemple un aveugle, voilà, il ne voit pas, il a sa canne et ses lunettes noires, voilà, donc on a compris. Il y a rien qui est traité. Il y a rien qui est traité, si ce n'est qu'il entend quelqu'un tapoter sur un ordi avec des murs de distance. On l'a déjà vu 40 fois. Il y a aucune trouvaille là-dedans, et ça fait des gags. L'aveugle qui tombe, l'aveugle qui tombe amoureux tout de suite. Bon, encore une fois, il tombe amoureux tout de suite. On lui dit il y a une femme, il dit oh je vous aime. Voilà, donc voilà. Rien n'est traité. Adieu les cons. Voilà, adieu les cons. On aurait aimé avoir une vraie vision de ce que c'est de dire adieu à cette vie. On ne sait pas pourquoi le personnage JB, le personnage qu'incarne Albert Dupontel, veut carrément s'envoyer un coup de carabine sur son travail avec un système incroyable. On ne le sait pas. On ne voit pas un homme profondément désespéré, pris dans un engrenage de dépression nihiliste. On ne le voit pas du tout. Il s'en remet en 2 secondes. Dès qu'il foire son suicide, ça y est, la vie reprend, il a plein d'envie, voilà. Donc, le nihilisme, la dépression n'est pas traité. Le suicide, du coup, en fait, c'est la bouffonnerie. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est un peu grave, philosophiquement, de traiter le suicide comme une sorte de bouffonnerie, comme un prétexte à bouffonnerie. C'est sympa, mais bon, voilà. Si on veut traiter un peu les gens qui subissent une technocratie écrasante, on traite un peu le désespoir et comment dire, l'envie d'en finir avec un tout petit peu de profondeur, un tout petit peu de complexité, pas juste le bouffon, il sait même pas se shooter à la carabine, voilà. Donc des gags, voilà, des gags vides, et ça marche, hein, ça va marcher, ce film va marcher, je pense, hein. Ça va être, voilà, avec des bons gags vides et bons sentiments, voilà le sous-titre d'Adieu les cons.
L'adieu donc n'est pas traité. Pourquoi ils se flinguent à la fin, les deux? Aucune explication. Bon, elle va mourir. Bon, mais pourquoi lui? Comment Suze peut accepter que JB soit tué par les flics avec elle? C'est absolument délirant. C'est une femme qui, au contraire, accorde de l'importance dans la relation humaine. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'elle dise « Tu veux te flinguer avec moi? Allez, viens te flinguer avec moi, mon ami. » On n'a pas vu son désespoir du tout. Il a essayé de se flinguer, on n'y croyait pas. Puis donc c'est complètement n'importe quoi. Cette fin signe vraiment le crime, c'est-à-dire le vide, le néant abyssal voulu, le néant organisé. Hein. C'est un néant organisé, c'est un néant sexy, c'est un néant avec des effets spéciaux, mais c'est le vide sidéral. Et la fin qu'elle accepte qu'Albert Dupontel, enfin JB, se flingue avec elle comme ça pour rien, pour aucune raison. On aurait aimé qu'elle l'initie un peu à l'amour, qu'elle lui fasse comprendre qu'une autre vie est possible. On aurait aimé un tout petit peu, un petit parcours du personnage, un pas. Je demande pas carrément ça y est, j'aime la vie maintenant, mais un pas. Mais comme il est pas dépressif, même s'il joue le mec qui est dépressif, bah du coup, aucune rédemption n'est possible, aucune évolution du personnage n'est possible. Donc autant se flinguer à la fin. Et on pleure. À la fin, on pleure. Hein. J'ai pleuré. Moi, je suis très bon au public. Donc j'ai pleuré à la fin. Je me dis, mais pourquoi je pleure? C'est ridicule. Je pleure parce que je connais cette scène. Un baiser, on s'embrasse et on meurt. Bah, c'est une scène qui nous fera toujours pleurer. Ça fait partie de notre logiciel humain. Donc, adieu n'est pas traité, et puis les cons, c'est pas traité. On ne sait pas qui sont les cons dans ce film. Les cons, bah, c'est ceux qui n'ont pas de cœur, et c'est ceux qui ne font qu'accomplir. C'est les fonctionnaires, c'est les tâcherons, c'est les technocrates, c'est ceux qui disent le règlement, c'est le règlement. Mais c'est très peu esquissé. Ne vous attendez pas du tout à ce que ça soit, waouh, qu'on voit vraiment l'étendue de la connerie en 2020. Pas du tout, on voit aucune étendue de la connerie. On voit de la bouffonnerie premier degré. C'est dommage. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de second degré. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de second degré dans un film qui prétend un peu bousculer l'époque, ou en tout cas montrer des travers de l'époque. Je vous rappelle la question philosophique d'Albert Dupontel, comment s'aimer dans un monde répressif et anxiogène? C'est une vraie question. Le comment s'aimer n'est pas traité, mais le monde répressif n'est pas traité non plus. En quoi il y a de la répression? Oui, les flics ont la gâchette facile. Voilà. Bon, c'est ça le monde répressif? C'est ça la répression? Ça, c'est vraiment scandaleux. Excusez-moi, mais qu'on me dise pas que Albert Dupontel, avec ce film, a fait une critique sociale. Le monde répressif, c'est le flic, franchement, ils ont la gâchette facile. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le monde est répressif parce qu'il y a des engrenages qui sacrifient des vies, parce qu'on est dans des vies complètement abrutissantes et que si on fait un pas de côté, on est endetté, on est accablé, on est ventre à terre. Et le monde est anxiogène. On voit pas. Alors vraiment, dans le film, c'est pas du tout traité. Par exemple, les informations ne sont pas traitées. Cette info-obésité, toute cette logo-obésité, hein, ce logo, cette parole, les chaînes tout info qui nous font peur sur le terrorisme, sur la violence, sur la maladie, sur ce que vous voulez, c'est absolument pas traité. Pourquoi le monde est anxiogène? On se le demande. Parce que les gens ont du mal à se dire je t'aime. C'est une vision totalement puérile. Puéril. Mais c'est ça qu'on aime dans ce film. On a le droit d'être bête. En fait, c'est pas adieu les cons, c'est bonjour les cons, ce film. J'ai le droit d'être un con et d'être ému par des émotions de base, sans aucune profondeur et aucune complexité. Voilà, je suis comme un con. On aurait aimé l'imaginaire de Terry Gilliam. On aurait aimé. Albert Dupontel a fait quelques stages chez Ariane Mouchkine, grande femme de théâtre. Et elle a une définition de l'imagination très intéressante. Elle dit que c'est comme un muscle, ça doit s'entraîner l'imagination. Ben moi, j'ai pas senti qu'on était dans de l'imagination. Il y a des trouvailles, on a l'impression d'une super publicité. C'est aussi creux qu'une pub, mais aussi beau qu'une pub. Voilà, c'est une pub. Serge Danet critique le côté techniciste du cinéma. Et ben là, il serait ravi avec ce film-là. On est dans une magnifique pub. Voilà. Et on savoure ça comme une pub. Il y a aucune morale, aucune philosophie, aucune profondeur à part aimez-vous, puis arrêtez d'être con, hein, quand même. Voilà. C'est ça. Et c'est une pub qui dure 87 minutes comme ça. Voilà. C'est une longue pub, super bien foutue, mais super vide. Nos vies sont tellement extraordinaires, nos vies humaines simples. Si on regarde un peu la vie des gens, si on regarde 2-3 reportages, 2-3 témoignages, mais c'est super profond, super riche. Ce qui est beau dans les films qui sont soi-disant tournés vers le peuple, c'est de montrer la puissante complexité des émotions populaires. Mais là, elle y est pas du tout. Là, elle y est pas du tout. C'est une caricature. On a l'impression que c'est écrit par un droïde. On dirait
que c'est un film qui a été écrit par une IA, qui a recyclé les grandes scènes qui ont eu des pics émotionnels dans toute l'histoire du cinéma. Tiens, le baiser, puis on meurt, boum. Tiens, la blague, je tombe dans les poubelles, boum. Tiens, voilà. Et c'est une IA qui a essayé froidement, hyper froidement, de tout recycler, de tout le cinéma, mais sans aucune profondeur liée au personnage. Encore une fois, aucune profondeur. Le fils qui est amoureux de la nana machin, on ne connaîtra rien de ce fils, rien. On sait juste où il travaille, on sait même pas qui était son père, on sait rien. Voilà. Il y a 2-3 mots sur le père, mais pas sur quel père c'était pour le fils. Enfin, on connaît rien. Voilà, on connaît rien. Mais l'IA a fait un beau travail de collage. Et bah ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Je pense qu'une très bonne IA dans 50 ans fera un film beaucoup plus poignant et qui reste. Parce que moi, j'analyse aussi les œuvres culturelles et notamment le cinéma par leur rémanence. J'appelle rémanence le fait qu'un film va vous hanter. Ce film ne va pas du tout me hanter. Il y aura des gags qui vont me rester, des images, mais c'est très fugace. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais Philozoom. C'est pour me souvenir des films que je vois. J'en consomme énormément, mais voilà, il y en a plein qui s'évaporent très vite. Eh bien, le philosophe qui s'approcherait le plus des thématiques du film, même si on n'est pas évidemment dans l'inspiration de ce philosophe, c'est Erich Fromm. Erich Fromm a traversé le XXe siècle. Il était psychanalyste américain d'origine allemande, mais c'est aussi un immense philosophe. Je vous renvoie au livre qu'il a écrit en 1978, Avoir ou être, Société aliénée ou société saine, un livre de 1971 aussi que je vous recommande, sous-titré Du capitalisme au socialisme humaniste. C'est un fin critique de la société de tout le XXe siècle, notamment dans les dérives technocratiques de l'homme ordinateur, voilà, avec beaucoup d'avance, en croisant le logiciel freudien et marxiste, ou plutôt marxien, on va dire. Quelques livres encore d'Erich Fromm qui auraient pu donner une profondeur philosophique à ce film, Espoir et révolution vers l'humanisme de la technique, paru en 70 en France. Et puis une compilation d'essais de la désobéissance, voilà, de la désobéissance. Erich Fromm est le philosophe de l'amour, c'est un des grands philosophes de l'amour, et évidemment c'est pas juste dire je t'aime dans un ascenseur, l'amour c'est beaucoup plus compliqué que ça, et voilà, il aurait pu aussi inspirer sur cette idée de l'amour et de l'angoisse mélangée, une réelle complexité au scénario. J'aimerais vous lire un tout petit peu d'Erich Fromm, un livre sorti en 1967. Je le lis. Le paradoxe de l'existence humaine, c'est que l'homme doit trouver l'union en préservant son indépendance, se relier étroitement à autrui tout en sauvegardant son unicité et son intégrité. C'est quand même intéressant. Je continue. Sa capacité d'amour fait tomber les cloisons qui le séparent des autres et lui permet de les comprendre. L'amour qui va abattre les cloisons pour qu'on puisse vraiment se rencontrer. Cette logique d'une rencontre qui n'a pas lieu simplement parce qu'on est physiquement en face de l'autre, mais parce qu'on a une capacité d'amour. Ça, c'est esquissé à peine dans le film. C'est pour ça que je pense qu'Erich Fromm est intéressant. Mais Erich Fromm, évidemment, touche un point de pertinence essentiel. Je continue toujours dans ce livre. La responsabilité et l'attention constituent des éléments de l'amour, mais s'il manque le respect et la connaissance de la personne aimée, l'amour se dégrade en domination et possessivité. Le respect, c'est en fait regarder l'unicité de l'autre. Cette notion de respecter l'autre, on aimerait qu'elle soit dans Adieu les cons. Parce que finalement, on dit adieu les cons parce qu'on n'est pas respecté. Or, le respect n'est encore une fois pas traité. Comme tous les concepts qui sont là, qui sont comme des tags, vous voyez, il y a des tags, il y a des étiquettes sur la boîte, mais quand vous ouvrez la boîte, il n'y a rien. C'est du vide. C'est d'ailleurs une blague, hein, ça, on dirait presque une sorte de philosophie du néant. Il faudrait relire Gaffarel et d'autres hein, sur la philosophie du néant. Je vous mets le code Matt-Caliné. Alors c'est un code que j'ai mis en place. Seuls ceux qui sont formés comprendront. Voilà le code Matt-Caliné d'Adieu les cons. C'est mon point de vue, ma lecture du film. Voilà. Alors l'énergie, c'est d'abord un bol d'air frais et un refus de la domination et de l'oppression.
Les complicités, bah, elles sont dures à se rencontrer. Hein, c'est compliqué. L'aventure de ce film, c'est une volonté de liberté, hein, une sorte de adieu les cons, quoi. Rien à faire. Moi, je trace mon chemin et j'y vais, et qui même me suivent. L'objectif des personnages, bah, c'est de pouvoir imposer son point de vue, comme une mère pourrait éventuellement imposer son point de vue. Évidemment, elle ne va pas le faire, mais il y a quand même cette idée d'une maternité qui a été manquée, et elle veut juste assister à cette maternité manquée. Encore une fois, à vide. La maternité est vide. Elle n'est pas traitée. C'est un film de coquille vide. Au fond de soi, il y a quand même une grande quiétude, parce que c'est un film qui nous met bien, en fait. Voilà, et les personnages, ils sont plutôt bien posés. On les sent pas agités par des angoisses fébriles, même si Suze n'arrête pas de tousser et cracher du sang. Franchement, moi, j'ai pas senti le frisson de la mort arriver. Je n'y ai pas cru une seule seconde, parce qu'en fait, elle est posée, elle est carrée. C'est peut-être en cela que, au niveau de l'acting, il y a quelque chose, peut-être dans la direction d'acteur. J'ai l'impression que Virginie Efira n'a pas du tout été dirigée. Voilà, ça c'est une impression, je suis quasiment sûr de ça. Parce que c'est pas parce qu'on a une petite larme à l'œil et puis qu'on a un visage avec une capacité de violence, bah, qu'on est pertinent. Là, pour moi, elle n'est pas du tout pertinente comme quelqu'un qui va mourir. Alors, il y a beaucoup d'infos, on comprend qu'elle va mourir, on sait qu'elle va mourir, mais franchement, on ne le vit pas dans son jeu d'actrice. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande quiétude intérieure pour tout le monde. Un désir de séduction, c'est clinquant, c'est bling-bling, c'est cruel parce que ça dure pas, c'est vide, mais l'emballage est très, très, très bien ficelé. La musique est super. Le flashback avec ce grain spécial, c'est de la BD, c'est vachement sympa. Mais bon, il n'y a pas grand-chose derrière. Je pense que peut-être la chose intéressante aussi du film, c'est qu'il y a un vrai besoin de se perdre des personnages, d'ailleurs jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment une nécessité d'être perdu dans la vie. Voilà. La technologie finalement est salvatrice, ce qui est très bizarre, alors pas du tout révolutionnaire. Hein. Vive la technologie, on dirait l'inspecteur Gadget, ou plutôt sa nièce, qui utilise l'ordinateur et qui peut tout faire dans le monde. Hein. L'ordinateur, c'est la magie. C'est encore une vision enfantine de la technologie qui n'est absolument pas traitée. Hein. Voilà, donc il appuie sur l'ordinateur, bah, il y a les ascenseurs qui bougent. Bon, c'est la fable, c'est la baguette magique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Mais c'est un hymne à la technologie, la science, les écrans. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans une critique de ce monde. Alors oui, c'est vrai que tout le monde a des portables, mais enfin, il suffit de sortir dans la rue pour voir que tout le monde a un portable dans la main. C'est vrai que le voir dans un film, bon, on pourrait croire que c'est une critique, mais en fait, ça pose pas de problème à personne, encore une fois. Donc voilà, c'est une peinture un peu de notre vie dans le deep curse, dans ce profond envoûtement, cette profonde malédiction du portable, mais qui encore une fois n'est pas traitée. Et puis au bout du compte, il y a un sentiment de succès. On ne sait pas ce qu'ils réussissent à faire, hein, les personnages. On sent que derrière le drame, bah, il y a quand même une réussite. On ne sait pas du tout de quoi, hein, mais quelque part, il y a un accomplissement des personnages dans une sorte voilà, ils sont auréolés d'une gloire dont on ne sait pas trop en quoi elle consiste, mais c'est plutôt chouette et bravo, quoi. Voilà. Je vois à la télé, là, il y a des pubs sur le film qui passent, donc c'est très capitaliste la façon de vendre ce film, et c'est pas du tout révolutionnaire. N'attendez aucune espèce de révolution dans ce film, c'est très conservateur. C'est un film très conservateur. L'amour n'existe pas, la désobéissance n'existe pas, il faut juste suivre son petit chemin puis essayer de se passer des coups de main dans la vie. Donc on est au degré zéro. De l'engagement, de la militance, de la dévolution, c'est-à-dire de la vitalité populaire capable de faire culture et de changer le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez bien sûr ce qu'il faut faire avec YouTube, mettre un pouce comme ça ou comme ça, si vous aimez ou pas cette vidéo. Commentez, bien sûr, commentez, je lis tous vos commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous pensez d'Adieu les cons. Peut-être que peut-être que votre point de vue va m'éclairer, ou peut-être que vous allez abonder dans mon sens et tirer des fils que je n'avais pas vus, hein, j'ai pas pu tout dire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que c'est intéressant, et j'espère que ce Philozoom aussi vous incitera à aller le voir.